Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec cette joyeuse bande aujourd'hui avec à ma droite Philippe Bilger. Bravo. Bravo. Très bien. Comme les Russes. Qui a une superbe cravate. Oui. Ouais. Mais pas que. Ah. Voilà, c'est important de le dire. Jean Dorido, docteur en psychologie, bravo. Bonsoir les amis, merci. Qui a un côté BHL avec sa chemise blanche. Oui. Et Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, bravo. Je suis là incognito. Et vous, au 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 19h30. Et mes applaudissements. Et Cécile Doménibus, J'ai pas bien entendu. Non, je plaisante. Allez, les amis, on y va parce que le temps file. Le grand débat du jour dans quelques instants. On revient sur Sébastien Lecornu qui dit non pour l'instant au 49.3 pour le budget, mais à l'Assemblée nationale comme au Sénat, certains estiment que sans ce levier, l'impasse demeure. Donc le Premier ministre, avance sous pression entre le blocage politique et peut-être le risque de passage en force. Et on vous pose cette question. Le Cornu doit-il trahir sa parole sur le 49.3 ? Eh bien, vous dites non à 62%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300, et moi je crois qu'il doit trahir sa parole. Tant pis, j'aime pas quand les politiques trahissent leur parole, mais là il faut quand même que la France ait un budget. Et puis la question du soir en France, un meurtre ou un assassinat tous les 8 heures en moyenne. La violence continue de s'aggraver en 2025. En un an, selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, les homicides ont augmenté de 8%, ce qui confirme une tendance très préoccupante. Et on vous pose cette question, plus 43% d'homicides en 8 ans, la France est-elle devenue en coupe-gorge ? Oui, et moi je le dis, contrairement à Éric Dupond-Moretti qui disait que l'insécurité était un fantasme, que la France est devenue un véritable coup de gorge, puisque si on compte les tentatives d'homicide, on dépasse, accrochez-vous bien, les 4000 cas par an. Vous voulez réagir ? Encore et toujours le 0826 300 300. Et tout de suite, le grand débat du jour. Je ne vais pas faire de grands discours puisque cette instabilité et la crise politique et parlementaire que nous connaissons commandent à l'humilité et à la sobriété. La deuxième des choses, c'est dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond. Pas de grands discours. Merci. Les vraies voix Sud Radio. Et ça sonne déjà au 0826 300 300 avec Olivier qui nous appelle d'Agen. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir les vraies voix. Bienvenue Bonsoir, sur Sud Radio. Qu'en pensez-vous ? Trahison ou pas trahison ? Eh ben pas trahison, contrairement à ce que certains pensent chez vous. Non, pas de trahison, puisque pourquoi ? Parce que tout simplement il s'est engagé, je crois, début octobre à ne pas le faire. Et compte tenu de ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs et tout ça, s'il revient sur la promesse qu'il a faite, moi je trouve que ça serait plus trop crédible pour le reste. Donc il s'est engagé à ne pas engager le 49.3. Je pense qu'il est là pour faire des choses, mais il faut aussi qu'il tienne les paroles qu'il a données. Alors, on va écouter le Premier ministre d'ailleurs, écoutez. J'ai renoncé à utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est la garantie pour l'Assemblée nationale que le débat, notamment budgétaire, mais pas seulement, dans tous les domaines, ira jusqu'au bout, jusqu'au vote. Et au 0826 300 300, c'est un autre Olivier qui est avec nous du Gard. Bonsoir Olivier. Olivier, vous êtes là ? Olivier a disparu. Non, il a disparu. Bon, l'occasion peut-être Philippe David ou Philippe Bilger. Pour m'expliquer, parce que comme l'a dit Olivier d'Agen et pas du Gard, moi ma position c'est laquelle ? Je préfère qu'on crève un abcès, c'est-à-dire c'est crever l'abcès, faire le 49.3, plutôt... c'est mon point de vue, après on en discutera. Je préfère qu'on crève l'abcès et je préfère encore un gouvernement qui saute au 49.3 ou un budget qui est adopté au 49.3 plutôt qu'un budget qui passe par ordonnance. Mais ça, c'est que mon point de vue. Philippe Bilger, ensuite on passera à Olivier. L'alternative, elle est entre le 49.3 ou la loi spéciale. Donc je réponds déjà à l'argument selon lequel il n'y aurait pas de budget s'il n'y avait pas le 49.3. Il y aurait la reconduction, évidemment avec des limites, du budget 2025. Et ensuite, il me semble que Sébastien Lecornu a...
dénué d'une totale vision sur la France depuis qu'il est Premier ministre, englué dans un pragmatisme total, s'honorerait en respectant précisément sa promesse. Il y aurait que ça. Olivier du Gard. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, mais moi, je me mets pas à la place de Le Cornu parce que, évidemment, il n'aurait jamais dû prendre cette place-là. Il va être obligé de revenir sur sa parole. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que même s'il représente quelque chose, ça sera encore pas voté. Donc, il lui reste le 49-3 pour moi. Il n'a pas de solution. Il faut un budget à la France, il faut qu'on avance. Jean, bougez pas Olivier. Oui, non, j'ai tendance à rejoindre Philippe David. En réalité, il y a quand même précisément un principe de réalité. Le débat, c'est très bien. Selon les parlementaires font preuve d'une immaturité incroyable. Ils font de la politique politicienne et le débat est stérile. Ça fait des mois que ça dure. Et ok, il s'est engagé à un instant T. La vie, c'est dynamique. C'est pas une suite de jours. Et aujourd'hui, c'est un fait qu'il s'honorerait à utiliser l'outil constitutionnel qui est prévu, le 49-3. Oui. Après, replacer un peu la grille de lecture. Quel est l'intérêt de Sébastien Lecornu de déclencher un 49.3 ? Aucun. C'est pas son projet de budget, c'est pas son projet de loi. Lui, il est là pour une mission, c'est mettre tout le monde d'accord. Vous avez parlé des parlementaires. Faire très bien. aux socialistes. Très très bien. Oui, si vous voulez, Philippe, il n'y a pas de souci. En attendant, les socialistes jusque-là, ils ont joué leur rôle dans les négociations budgétaires. Aujourd'hui, le message en filigrane du gouvernement et de Sébastien Lecornu, c'est de dire voilà, il y a des groupes politiques, en premier lieu LR, qui doivent s'accorder, qui doivent trouver une solution. Aujourd'hui, si le budget ne passe pas, vous avez raison, on va au-devant de graves déconvenus vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis des maires qui n'auront qu'un mois de visibilité à chaque fois sur leurs questions budgétaires, et on a une municipale qui arrive. Mais aujourd'hui, que Lecornu s'engage à mettre un 49.3 alors que c'est pas lui qui est en première ligne et qu'il n'a pas à y être, c'est non. Et je vais même aller plus loin. Lecornu, sur les 3-4 dernières années, c'est le seul qui a compris ce qu'était être Premier ministre, et surtout, c'est le seul qui avance scrupuleusement dans son rôle. C'est-à-dire qu'il est Premier ministre, il est là pour mener des projets avec des parlementaires, et après, les coupables et ceux sur qui il faut jeter l'opprobre, c'est les parlementaires. Oui, ben c'est ça le problème, c'est qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc vous n'avez pas à avoir recours au 49.3. S'il doit tomber, il tombera, et c'est comme ça qu'il s'est toujours comporté. Un Premier ministre qui a tout de même réussi l'exploit de se décharger de toutes ses responsabilités. Parce qu'il n'a pas de majorité, il compose avec ce qu'il a dans l'Assemblée, on l'a dit des dizaines et des dizaines de fois. Là, il ne compose pas, rien ne sort, tout est stérile, on est dans l'immobilisme. C'est pas le Cornu de se sortir les doigts, mais à trouver des solutions. Donc aux Français. Non, mais excusez-moi, je vais vous faire une métaphore. Ah bon ? Oui, vous permettez. Le Premier ministre, dans la Ve République, c'est l'équivalent d'un fusible sur un tableau électrique. Bah oui. D'accord ? Aujourd'hui, le tableau électrique qui s'appelle l'Assemblée nationale, il est en surtension, il est en court-circuit, il a un problème. On est bien d'accord. Donc, dans ces cas-là, faut mettre le coup et on voit si le fusible, il saute ou pas. Et c'est la seule solution. Il faut un éclairage, mais après, on va parler de tableau électrique, c'était un peu bizarre. Il faut clarifier, la situation. Parce que, alors, je vais revenir sur une chose. Je suis bien d'accord avec vous. Les parlementaires font tout et n'importe quoi et demandent tout et n'importe quoi. C'est pas de la faute de Lecornu, mais je le rappelle, c'est le principe des institutions. Il est infusible. Allez, on va poser la question à Olivier d'Agen. Olivier, vous avez entendu en tout cas, les arguments des uns et des autres. Est-ce que ça vous a fait plier d'un côté ou de l'autre ? Eh bien, ça m'a fait plier du côté de Philippe Bilger, qui a une bonne vision des choses. Merci, à mon avis, en tout cas. Vous êtes lucide. Et Olivier Dugard ? Non, moi il n'a pas le choix. Vous savez, c'est de la politique politicienne. Là, Macron, il est derrière tout. Il se dit, c'est bon, peut-être qu'on va me dégommer mon Premier ministre, on va en renommer un, je gagne du temps, j'arriverai au bout du mandat. Et Macron, il est capable de vous renommer le même. Mais est-ce que ça va le démonétiser ? Est-ce que vous pensez, les deux Olivier qui vous êtes en ligne, que ça peut, quand effectivement on ne va pas jusqu'au bout de sa promesse, est-ce que ça peut le démonétiser vis-à-vis du public ? Non. Moi, personnellement, non. D'accord. Personnellement, non, parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de budget ? On paye plus personne, il n'y a plus rien qui va, à un moment donné. D'ailleurs, les parlementaires, eux, c'est juste pour le faire sauter, parce qu'ils savent très bien, il faut le 49.3, il faut qu'un budget passe.
On n'a pas le choix. Allez, on fait une petite pause, les amis. Gardez vos arguments, Jean et Philippe Bilger. On revient dans un instant. 0826 300 300. Si comme nos amis Olivier avec un S, vous voulez bien entendu donner votre avis, vous nous appelez. Zach vous attend au standard. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec cette table de fête de fin d'année. Il manque la bûche quand même. 3 dindes. Si vous me qualifiez de chapon, je vais mal le prendre vu ce qu'il arrive au chapon. Non, 3 chapons. Non, pas du tout. Ni dinde, ni chapon. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Jean Dorédo, docteur en psychologie. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, avec Philippe David, bien entendu. Et on revient sur ce débat de Sébastien Lecornu. Doit-il, oui ou non, utiliser le 49.3 et doit-il trahir la promesse qu'il a faite aux Français? Alors, est-ce qu'il l'a faite aux Français, Philippe Bilger, à votre avis, ou il l'a faite, cette promesse a été faite aux politiques? Donc aux Français. Il ne l'a pas faite aux Français. Trahirait-il sa promesse que ça laisserait complètement indifférents les Français? Mais je crois qu'en effet, compte tenu de la pauvreté de la politique sous Sébastien Lecornu, eh bien, il faut donner à la limite un petit peu d'espoir, une promesse qu'il tient. Oui. Voilà, c'est bien. Sur les politiques qui trahissent leurs promesses, il y a quand même quelques précédents. Les Français ont quand même C'est exactement ce que je pensais. Oui, mais le fait de ne pas trahir, ça créerait un autre précédent. C'est-à-dire que là, le précédent en question, il va coûter 12 milliards d'euros. C'est-à-dire que si la loi spéciale est votée, ça a été évalué il n'y a pas très longtemps à un coût de 12 milliards d'euros. C'est l'argent des Françaises et des Français, 12 milliards pour des parlementaires qui n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'ils pensent d'abord à leur intérêt personnel avant de penser à l'intérêt supérieur de la France. C'est quand même, ça fait cher l'addition. Je suis entièrement d'accord. Paris vaut bien une messe, disait Henri IV. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'un reniement vaut bien 12 milliards d'euros. Exactement. Samuel, stratégiquement, du point de vue de l'opinion, c'est la ligne que Sébastien Lecornu doit continuer de jouer. Moi, je vous dis, chaque jour qui passe, j'ai beaucoup plus de sympathie pour lui à chaque fois. Pourquoi ? Et comment ça se fait ? Ça m'étonne moi-même, mais je dois lui reconnaître que sur les paroles qu'il a données, il y a pas mal sur la ligne qu'il a tracée. Mais oui, c'est-à-dire, je ne suis pas forcément proche politiquement, mais il est venu, il m'a délivré un message et il s'y tient. Aujourd'hui, s'il va déclencher un 49.3 sous prétexte de faire une économie de 12 milliards d'euros, il peut le faire, mais il n'a aucun intérêt à le faire. Je l'ai déjà dit, c'est pas son projet. Et puis surtout, d'un point de vue de stratégie de communication, c'est aussi mettre les partis devant le fait accompli et de dire devant les Français, c'est à vous de jouer. Moi, j'ai pris un engagement, je ne vais pas le déclencher. Soit vous trouvez une solution, soit on se retrouve avec une loi spéciale et vous irez leur expliquer. Justement, Olivier Dagen, vous ne vouliez pas qu'il trahisse sa parole. Est-ce que si on dit voilà, 12 milliards vont tomber, il va bien falloir les payer, et vous faites partie de ceux qui vont payer, est-ce que là, vous changez d'avis quand même ? Je vais lui demander qu'il réduise le budget alloué à l'Ukraine. Oui, mais ça, c'est autre chose. Oui. Non, mais il y a quand même une chose qu'il faut regarder en face. Moi, je suis certain, alors je peux me tromper, que si jamais il déclenchait un 49.3, certains partis, je pense tiens par exemple au PS, a tellement peur qu'en cas de dissolution, auront tellement peur de perdre leur siège en cas de dissolution, ça c'est sûr, qu'ils ne voteraient pas la censure. Et que donc le budget passerait au 49.3. Donc ça aurait, je termine très court, donc ça aurait trois intérêts. Un, la France aurait un budget. Deux, il aurait sauvé sa tête pour plusieurs mois, parce qu'après, ce sera au budget suivant, et l'eau a le temps de couler sous les ponts. Et troisièmement, il se serait retiré une épine majeure du pied. Strike. Et ça rétablirait quand même une certaine logique dans le fonctionnement institutionnel. On se demande quand même à quoi servent les députés en temps, je dirais, normal, parce que dès qu'on n'a pas de mal, quand même les parlementaires, c'est fait pour parlementer. Et là, on a une situation quand même inédite, avec une majorité qui ne se dégage pas clairement, et n'importe quel sujet naïf pourrait se dire, ils vont discuter ensemble, faire des alliances et dégager quelque chose. Et là, on a une stérilité absolument inouïe. Ça veut dire qu'en temps normal, en fait, ils ne servent à rien. Ces gens-là vivent avec notre argent. Depuis quand on est en temps normal ? J'ai l'impression qu'une situation inédite. C'est très inédit. Même Michel Rocard, sous Mitterrand 2, en 88, il avait quand même une majorité relative. Là, c'est la toute première fois qu'on a vraiment
un président de la République qui nomme un Premier ministre qui ne réussit pas à dégager une majorité naturelle. On se dit, tant mieux, les parlementaires, ils vont faire leur job pour une fois, ils vont se mettre d'accord. Eh bien non, ça fait des mois qu'on traîne dans un immobilisme qui est très très mauvais pour le pays. Non, parce qu'on est à la veille de 2026 et à l'avant-veille de 2027. Philippe parlait du budget de l'année prochaine. Oui, mais là, il y a une élection présidentielle qui arrive. On peut aller loin. Voilà, si vous voulez. Il y a une présidentielle qui arrive et ils ont tous ça en tête. Il n'y en a pas un qui en a parlé, donc je vous le remets juste dans le contexte. L'intérêt supérieur de la France, ça existe. Mais l'intérêt supérieur de la France, c'est dans votre monde à vous, parfait, où tout roule, tout ne roule pas. Et ça fait 1 an et demi qu'on est dans un bordel sans nom, avec des majorités relatives et 4 blocs de pouvoir qui sont complètement désaxés. Même en restant dans votre point de vue, mon cher Philippe, qui est le meilleur. Il ne faut pas exagérer le terme trahison. Lorsqu'il a dit qu'il n'utiliserait plus le 49.3, c'était destiné au Parti Socialiste. Bien sûr, c'était pour acheter, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Attendez. Renierait-il cette proposition que ce ne serait pas un cataclysme? Et puis permettez-moi de vous dire une chose très courte. Vu le nombre de fois où le PS s'est trahi sur les 40 dernières années... C'est pas une raison, Philippe. Je vous écoute, j'ai l'impression que c'est ELV et le PS qui dirigent la France. Alors qu'on parle de 2 groupes qui, en cumulé, ont 75 députés. Aujourd'hui, vous avez le Rassemblement National qui est premier, vous avez le bloc présidentiel qui est deuxième, et vous avez ce qui reste du nouveau Front Populaire. Mais à partir de là, c'est avec ça qu'il faut composer. Donc vous pouvez me présenter ces choses-là dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est pas aux députés socialistes qu'il a dit il n'y aura pas de 49.3. Peut-être, mais quand vous concédez ça à des parlementaires, vous vous adressez aux Français. Donc la promesse, elle a été prise devant le peuple, que vous le vouliez ou non. Non. Si, quand vous montez à la tribune sous l'autorité de la présidente de l'Assemblée nationale. Mais peu importe, c'est un message qui est délivré aux Français, Philippe. Non, pas du tout. Pardon de le rappeler sur le nombre de députés comme ça, des groupes divers et variés. C'est un principe de psychologie élémentaire. Oui, c'est que c'est toujours le maillon le plus faible qui décide de la force d'une chaîne. Et là, précisément, on a vraiment le cas typique. Les LR, c'est eux qui bloquent. Vous avez raison. Du plus petit de l'Assemblée qui arrive à tout bloquer. Si vous me permettez un jeu de mots, le maillot de faible, ça fait l'Olivier Faure. Ah oui, super. Très bien. Personne lui a fait celle-là, c'est ça qui est bien. On remercie nos deux Olivier Dagen et Olivier du Gard, pardon. On vous embrasse, les amis. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. J'ai n'importe quoi, moi, c'est pas possible. Envoyez-moi à l'abattoir, s'il vous plaît. Non. Bah voilà, c'est comme ça, au moins vous me réclamez quand je dis ça. Voilà. Et tout de suite, et si j'étais ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez justement ministre du numérique, et c'est Patrick de Seine-Saint-Denis qui est avec nous. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonjour, pardon. Bonsoir Cécile. Bonsoir Monsieur le Ministre. Merci d'avoir accepté cette invitation dans votre agenda difficile. Quelle va être votre première proposition? Eh bien, ma première proposition que je ne ferai pas, par exemple, c'est de prendre des intérêts dans une licorne française en mettant quelques centaines d'euros, en étant ministre de l'Industrie et me retrouvant à la tête de centaines de millions d'euros plus tard. Mais ce que je ferai pour de vrai, pour les Français, je ferai la portabilité numérique. Je m'explique. Sur les réseaux sociaux, vous êtes la richesse, c'est les données personnelles et on devrait rester propriétaire de ces données personnelles. Et comme on l'a fait pour les abonnements téléphoniques, on a fait en sorte que les abonnés puissent conserver pendant toute leur vie, s'ils le souhaitent, le numéro de téléphone et changer d'opérateur. On devrait pouvoir avoir une portabilité de données numériques qu'on a mises sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok et autres, et le cas échéant, pouvoir les dupliquer sur un autre réseau social. Ça aurait plusieurs avantages. Le premier, c'est que potentiellement, ça ferait émerger d'autres réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on a un monopole sur 4-5 opérateurs dans le monde entier. Et d'autre part, ça aussi permettrait de les mettre en concurrence. Ouais. Donc potentiellement, de faire en sorte qu'ils puissent mettre en avant des règles, par exemple, de gestion et de communication un peu plus claires, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas l'algorithme. Monsieur le ministre, ça veut dire que ça met fin à l'anonymat? Si vous dites ça, ça veut dire qu'on peut vous retrouver plus facilement. Alors, ce qui a été un sujet. Ça serait bien. Non, mais pourquoi pas? Et d'ailleurs, ça serait aussi responsabilisant, parce que la dérive de je me cache derrière mon écran pour avoir des propos racistes, antisémites ou autres. Et j'en passe. Oui, multiples et variés. La liste est longue. Exactement. Je pense qu'il faut à un moment donné être adulte et pouvoir s'assumer, puisque souvent, on met en avant soi-même ou un avatar qui nous ressemble, j'espère. C'est vrai.
J'ai eu peur au départ que monsieur le ministre ignore que parmi la société française, il y avait des citoyens parfaitement nuls dans ce domaine dont j'étais. Et puis à la fin, c'est devenu très clair. C'est pour ça que pour Philippe Bilger, j'ai un peu expliqué mon propos et j'espère que j'ai été clair pour lui. Vous l'avez s'il a compris, c'est que vous avez été clair, n'ayez aucun doute Si là-dessus. Philippe Bilger a compris le numérique, Voilà. la France entière a compris. Voilà. Jean ou... Oui, alors, très bonne initiative. Très vite, parce qu'on a sûrement. 40 Maintenant, ça me secondes. paraît difficile techniquement parce que quand même les formats de messages sont très différents d'un réseau social à l'autre et du coup la portabilité passer de Facebook à X Ouais. ou à Un Instagram ou à encore un autre, ça On me a semble compris. compliqué. Rien de plus à ajouter. Aujourd'hui, avec l'IA, ce genre de détail devient presque une anecdote, je pense. Ouais. Bon. En tout cas, monsieur le ministre, vous avez été très efficace. Vous revenez quand vous voulez et on était ravis de vous accueillir. On vous souhaite de très belles fêtes. Je peux vous appeler Patrick, monsieur le ministre? Bien sûr, Cécile, bonne fête à vous tous. Je vous embrasse, Patoche. Patrick qui part. Passez de belles fêtes de fin d'année. Allez, dans un instant, le tour de table, le un Seul contre tous. Voilà. Pour un principe de précaution avec les criminels. Ah, voilà. Vous aurez les trois en face de vous. Exactement. Et Philippe Bilger. Moi, je vais dire du bien d'Emmanuel Macron. Et vous aurez Ça les roule. trois contre vous. Allez, on en parle dans un instant. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et autour de cette table des rois, hein, vous avez vu, vous êtes Ah oui. passé de dinde à des rois. Quelle promotion. Vivement dans une demi-heure. On est passé carrément de Noël à l'épiphanie sans passer par le jour de l'an. Exactement. On a déjà vu des dindes devenir roi. C'est vrai. Regardez-moi. Je pensais pas à vous. Mais pourquoi pas? Non mais je m'auto-vanne, hein, donc parce que comme je sais que vous n'allez pas oser le faire, je le fais pour vous. Et voilà, et ça me fait marrer. On n'a même pas osé le penser. Voilà, bon, c'est pas vrai. J'ai eu trop peur. Philippe Bilger est avec nous, Jean Dorido, docteur en psychologie, et Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Décidément, allez, on vous souhaite Arrêtez de le dire. Ouais, je vais arrêter de le dire. On vous souhaite la bienvenue et tout de suite un contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Et on démarre avec vous, Philippe David, face à tout le monde. Ou peut-être Oui. non, ou Ah bah peut-être non, Philippe Philippe Bilger. Bilger, Allez, tiens, Philippe Bilger. honneur, Allez, aux plus anciens. Il est chaud comme une baraque à frites. Allez-y. Puissante moi, métaphore. j'aime les causes désespérées. Ouais. Je vais essayer de défendre un petit peu Emmanuel Macron et j'ai 4 arguments que je vais proférer très vite. Le premier, c'est que lorsque quelqu'un est systématiquement attaqué, comme il l'est, eh bien, immédiatement, j'ai conscience qu'il y a probablement une erreur dans la critique systématique. Deuxième élément, si on critique Emmanuel Macron, c'est très souvent parce qu'on a une conception idéaliste de la politique présidentielle et qu'au fond, on rêve d'une sorte de pureté par rapport à la conception et à l'action. Or, il est évident que la politique, même au plus haut niveau, c'est du pragmatisme, de l'intelligence, de l'opératoire, des contradictions et parfois des reniements. Troisième élément, et là je vais vite, c'est que même si on est systématiquement hostile à Emmanuel Macron, on ne peut pas nier que depuis 2017, il a fait certaines choses qui étaient positives et que notamment, de mon point de vue, sur la politique internationale ces dernières années, par exemple à l'égard de l'Ukraine, il a assumé très correctement le rôle qui était le sien. Et dernier élément, je vais vite, c'est que comparaison n'est pas raison, certes, mais que on doit appréhender une personnalité présidentielle et une pratique du pouvoir au regard de celle qui pourrait nous advenir plus tard. Et on a beau ne pas aimer Emmanuel Macron, quand on compare au futur qui pourrait nous être octroyé par le suffrage universel, il n'y a pas réellement photo. Et donc j'en conclus qu'en définitive, pour toutes ces raisons, Emmanuel Macron mérite une forme d'indulgence. Écoutez, supprimons le suffrage universel et nommons Emmanuel Macron président à vie. Non mais Philippe Bilger, vous êtes le spécialiste des causes désespérées. Alors, bon, je veux dire,
dans l'Ukraine, c'est le seul point positif pour vous. Pour quel résultat? Non, Zéro. En politique étrangère, le néant. On a été viré de notre précaré en Afrique. L'insécurité, plus de 1200 homicides par an. Mais on va y revenir tout à l'heure. La dette, plus de 1000 milliards d'euros. On n'est plus à l'heure du bilan d'Emmanuel Macron. On n'est à l'heure même pas du dépôt de bilan. Parce que là, le tribunal de commerce a jugé, la liquidation judiciaire est d'ores et déjà faite. Permettez-moi de reprendre le running gag. On est à la veille de 2026, à la veille de 2027, à savoir une présidentielle. Ça fait 8 ans qu'on se frappe Macron. Alors vous avez raison, il a fait une chose de bien, c'est que pendant le Covid, il a soutenu l'entrepreneuriat, chef d'entreprise, et il a ouvert les vannes comme, j'estime, il fallait le faire à l'époque. Il y a une erreur qui a été commise. C'est qu'on n'a pas anticipé que beaucoup d'entrepreneurs allaient planter le remboursement de la dette. Mais à la limite, ça, je ne vais pas lui imputer à lui. Il y a même eu des escroqueries. Sur le sujet, il y en a eu beaucoup. Je peux vous citer pléthore d'entreprises qui disaient on va prendre du PGE parce qu'on sait que derrière, on n'aura pas à le rembourser. De la dette, ça se rembourse à un moment ou à un autre. Si vous ne la remboursez pas, c'est que vous avez mis la clé sous la porte. Voilà. Ceci étant dit, sur l'international, je rejoins largement Philippe, où j'ai eu le sentiment qu'on a vu beaucoup plus de gesticulation que d'actes concrets. Et ensuite, c'est pas une question d'être dans la détestation d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas dans la détestation d'Emmanuel Macron, je suis dans l'analyse. Et dans l'analyse, effectivement, au bout de 8 ans, je m'aperçois que la baisse de notre pouvoir d'achat a commencé à se mettre en place avec son arrivée au pouvoir. Comme je le dis toujours, prenez le prix d'un panier moyen en 2017 et en 2025, vous verrez la différence drastique si vous faites vos courses. Et enfin, sur l'homme en lui-même et les attaques, j'ai pas le sentiment qu'elles aient été plus violentes que pour d'autres. Elles sont là, elles existent, c'est le jeu politique aussi. Et oui, effectivement, maintenant, il est temps qu'il s'en aille. Il a encore 1 an et demi à faire, qu'il les fasse du mieux possible. Et on va passer à autre chose. Oui, non, alors c'est un fait. Je suis un petit peu comme Philippe Bilger, je n'aime pas tirer sur une ambulance. Et en même temps, pour paraphraser notre président, c'est quand même un fait que c'est un monsieur qui a cristallisé beaucoup d'espoir. Je m'étonne de vous entendre dire que vous aimez défendre les causes désespérées parce que je ne vois pas la même clémence que celle que je vois vis-à-vis de M. Macron quand il s'agit de M. Sarkozy, qui est pourtant un ancien président aussi. Bon, je devais être absent ce jour-là, je devais être grippé. Et non, mais c'est quand même un monsieur qui a énormément déçu. Et il a un talent, bien sûr, comme d'autres. Il parle très bien. Il a, encore une fois, cristallisé beaucoup d'espoir. Il n'a fait que décevoir. Il était avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir, il n'y aura plus de rassemblement national, il n'y aura plus d'extrême, on n'a jamais été aussi proche d'avoir... C'est tout l'inverse. Les deux forces politiques majeures du pays, c'est LFI, extrême gauche et le Rassemblement national. Donc c'est quand même quelqu'un qui a échoué sur tous les tableaux. C'est dommage parce qu'il a vraiment du talent quand il s'agit de parler, mais là vraiment pas bon. Stop. Moi, j'allais juste vous faire une vanne si vous voulez. Vraies voix sur radio. Ah merde. On n'a pas le droit de... C'était sur le... je croyais qu'on avait le droit de répondre. Oui, mais il fallait leur couper la parole. Mais vous saurez la prochaine fois. Je pensais qu'il répondait. Non. Je pouvais répliquer. Ah non, vous pouvez répliquer quand vous voulez. Voilà, quand vous voulez. C'est l'heure de Philippe David, donc quand vous voulez, vous pouvez le... Ça s'est passé il y a quelques jours à Albi. Les médias en ont très peu parlé, mais moi, ça m'a titillé. On va dire ça comme ça, puisque j'habitais à Toulouse à l'époque et l'affaire avait fait beaucoup réagir. Le meurtre sordide d'une voisine par un homme de, accrochez-vous bien, 468 coups de couteau. 468, alors je peux en parler au psy, vous imaginez la sauvagerie de la personne pour asséner 468 coups de couteau. La personne n'avait pas été jugée car jugée pénalement irresponsable. Donc elle avait été internée, mais elle a été libérée, et là, elle a été mise en examen et écrouée, puisqu'elle est soupçonnée d'avoir violé et agressé sexuellement une femme prise en charge dans un établissement psychiatrique. Alors moi, je pose la question, on nous met le principe de précaution, y compris pour des pesticides qui sont utilisés dans des pays européens, mais j'ai l'impression que le principe de précaution pour les pires criminels, parce que, excusez-moi, 468 coups de couteau, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un acharnement. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Parce que même à un coup à la seconde, ça dure quand même plus de 6 minutes. Vous vous rendez compte du truc? Et moi je dis que là, il faudrait un principe de précaution, parce que quand on est capable de mettre 468 coups de couteau, est-on possible à réinsérer dans la société? À mon avis, la réponse est claire, c'est non. Mais j'ai un désavantage par rapport à vous, mon cher Philippe, je connais le sujet. Et donc, le 468 coups de couteau, ça démontre à l'évidence une totale irresponsabilité mentale. Oh bah c'est bien. Mais bien sûr,
Bien sûr. Donc à Auschwitz, les gens étaient irresponsables mentalement parce qu'ils mettaient des milliers de gens dans les chambres à gaz et pour tuer des millions de personnes, fallait être irresponsable mentalement. C'est ce nouveau débat. Mais c'est exactement ça. Ce nouveau débat ne nous conduit pas à être forcément simpliste. Vous voyez, et donc il est irresponsable et vous auriez dû accepter cette idée et ensuite, malheureusement, il commet des viols. Et là, il est responsable. Pardon de faire le psy, c'est vraiment très différent. La question de la responsabilité pénale, et je rejoins, c'est la glande pinéale, c'est différent. Je rejoins Philippe Bilger. Et évidemment qu'une telle sauvagerie, c'est clairement une abolition du discernement. En revanche, le sujet majeur, en l'occurrence, c'est la question de l'évaluation psychiatrique de la dangerosité d'un individu. Parce que ces personnes qui sont internées en psychiatrie, et on ne juge pas les fous, ça c'est un principe universel, pour autant ces personnes-là peuvent présenter une dangerosité et sans vouloir tomber à bras raccourcis sur mes confrères psychiatres, c'est un vrai sujet en France. Il y a une part d'idéologie sur les moyens techniques, mathématiques d'évaluer la dangerosité d'un individu. C'est très fréquent. On a eu à Paris l'incendie de la rue Erlanger. La dame a été condamnée depuis. Elle avait fait 13 séjours à Sainte-Anne. L'année qui précédait, sa famille, sa mère, sa sœur demandaient au psychiatre de la conserver, de la garder, disaient elle n'est pas bien, elle est en plein délire. Non, elle a le droit de sortir. Elle a mis le feu au rue Erlanger. Ça a fait des morts et des morts. C'était effrayant. Et ça, c'est vraiment le sujet. Qu'on ne juge pas les fous, qu'on les interne très bien, mais qu'on les soigne et qu'on ait quand même une psychiatrie moderne qui sache évaluer correctement la dangerosité. Très difficile. C'est juste une question de suivi, c'est-à-dire le seul point finalement sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est à quel moment on a permis à un individu comme celui-ci de sortir d'un contrôle, quel qu'il soit, c'est-à-dire d'une autorité, de la police, autorité médicale, ce que vous voulez, donc qui fait que cet homme a tué une personne de 468 coups de couteau, mais se retrouve derrière, dehors. C'est-à-dire, moi, la question, c'est à quel moment une personne comme ça peut se retrouver dehors. C'est en établissement psychiatrique qu'il a commis ce... a priori, il était ressorti quand même. Mais après, pourquoi ? C'est ça la question. Moi, la question que je pose, je ne peux pas croire que parce que quelqu'un met 468 coups de couteau, c'est parce qu'il aurait perdu son discernement. Non, mais là, attendez, vous permettez que je termine. Parce que dans ces cas-là, c'est la porte ouverte à tout. Parce que mais vous permettez. Excusez-moi. Mais excusez-moi. Dans ces cas-là, quelqu'un qui tire, qui vide un chargeur dans un attentat ou sur une terrasse, par exemple le Bataclan, qui remet un autre chargeur, me dites pas qu'il a perdu son discernement alors qu'il massacre des centaines de personnes. Arrêtons. Mais ça n'est pas du tout la même situation. Mais ne parlez pas en même temps. Ça n'est pas la même situation. Quand on a un peu le sens de ce qu'est la psychologie humaine, on comprend bien qu'à un certain niveau criminel, lorsqu'on tombe dans un paroxysme statistique, 478 coups de couteau, eh bien, on se rend compte qu'il y a plus qu'un problème. Il n'était plus là, il n'était plus avec nous, là. Mais moi, excusez-moi, il y a une chose qui s'appelle le surmoi quand même, qui empêche. Un déséquilibre. Voilà, toute personne qui tue un déséquilibre, vous en avez qui font s'en fout. Mais pas comme ça. Quand même, c'est quand même très important de comprendre. Là, je rejoins Philippe Bilger. Il faut avoir vu, je vais employer un terme qui n'est pas académique, mais que tout le monde peut comprendre, il faut avoir vu un fou au moins une fois dans sa vie, une personne qui n'est pas avec vous. Elle n'est pas dans la réalité. Elle est complètement ailleurs. Vous dites ça comme vous voulez. Elle n'a pas la lumière dans toutes les pièces. Il lui manque une case. Elle est cinglée. Vous dites ça comme vous voulez. Elle n'a pas de discernement. Elle peut être extrêmement dangereuse, précisément. Et c'est justement, et ça c'est depuis Platon, on ne juge pas les fous. Alors ça peut se discuter. Pour autant, c'est depuis toujours que ça se passe comme ça en France. Et ça ne veut pas dire que la personne ne doit pas être mise à l'écart. Permettez-moi de vous poser une question dangereuse pour les autres. Quand vous avez 3 experts psychiatres, parce que je crois que c'est ce qu'il y a pour les crimes, c'est ça ? Qu'il y en a 2 qui disent qu'il est fou et un qui dit qu'il n'est pas fou, il n'est pas jugé, et inverse. Donc il y en a qui se trompent. Parmi les experts psychiatres. Parce que soit il est fou, soit il n'est pas. Ça n'est pas de la science, de toute manière. Mais comprenez bien, lorsqu'on a quelqu'un qui porte 468 coups de couteau, ça veut dire qu'il a quitté, en réalité, la victime, d'une certaine manière, pour être confronté à sa propre folie. Écoutez, faites votre choix, les amis. C'est fou ou pas fou, on verra.
Merci en tout cas pour ce sujet qui était passionnant. Merci beaucoup d'avoir bataillé, en tout cas, Philippe Bilger et Philippe David. Dans un instant, l'info en plus, panique à bord d'un vol Air France Paris-Ajaccio dérouté vers Lyon après la panne d'un moteur en plein ciel. On vous en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe Bilger en grande forme, Jean Dorido, docteur en psychologie en grande forme aussi, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Et vous, 0826 300 300, c'est pas parce qu'ils débattent entre eux que vous ne pouvez pas, bien entendu, débattre avec eux. On sera ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 19h30. Et tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et Magid, panique à bord d'un vol Air France Paris-Ajaccio dérouté vers Lyon après une panne de moteur en plein ciel. Vous pouvez répéter? Houston, on a un problème. Des passagers ont cru mourir. Grosse frayeur lors d'un vol Paris-Ajaccio samedi soir. En plein ciel, un des moteurs de l'appareil tombe en panne. C'est la panique à bord à la vue des flammes. L'avion a été contraint d'atterrir en urgence à Lyon. Heureusement, aucun blessé parmi les 172 passagers. Mais le choc est immense. Certains envisagent même aujourd'hui de porter plainte contre la compagnie d'Air France. Gérard Felzer est avec nous, président de l'association Aviation Sans Frontières et ancien commandant de bord. Bonjour Monsieur Felzer. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Concrètement, selon vous, est-ce que l'incident est plus impressionnant que grave ? Oui, en fait, c'est vrai que quand on voit des flammes qui sortent d'un réacteur, on s'imagine que c'est pas une situation d'avenir. Il faut dire que la plupart ou beaucoup de gens ont très peur en avion en situation normale. Alors quand il y a un incident, effectivement, ça multiplie la peur, quoi. Mais le pompage, c'est quelque chose qui est connu de toutes les compagnies aériennes, de tous les constructeurs, de toutes les aviations civiles. On n'a jamais perdu un avion à cause d'un pompage. Donc c'est un incident, contrairement à un accident où vraiment il y a des dommages sérieux et voire des victimes. Combien de temps on peut durer avec un seul réacteur ? Combien de temps on peut... C'est illimité. Quand on traverse l'Atlantique en bimoteur, parce que maintenant il n'y a plus que ça, vous pouvez tomber en panne au milieu et il vous faut au minimum 2-3 heures pour rejoindre un terrain accessible. Donc il n'y a pas de limite. Ce sont des moteurs extrêmement fiables. En fait, ces moteurs, ils en ont construit quand même plus de 40 000, c'est quelque chose de considérable. Donc le taux de panne qui est un incident chaque semaine quelque part dans le monde, il n'est pas aberrant dans la mesure où on sait faire. On sait résoudre le problème. Même s'il y a du feu, en fait, même le feu Alors, le feu n'est pas directement dans le réacteur, il est à la sortie. C'est comme un lance-flamme, si vous voulez, où on allume l'incendie. Mais le meilleur moyen, c'est de couper, c'est ce qui est dans ce qu'on appelle la checklist, vous coupez l'arrivée du carburant et puis vous éteignez le moteur. Moi, j'ai une question très naïve, mais donc techniquement, le vol aurait pu aller jusqu'à Ajaccio et atterrir là-bas. Oui, alors là, c'est interdit. Il y a une réglementation qui fait que lorsque vous êtes en monomoteur, vous devez impérativement vous poser sur l'aérodrome le plus proche. Donc, on ne fait qu'appliquer les procédures. Bien sûr, il pourrait le faire, mais c'est pas une situation qui est reconnue par les États. Gérard Felzer, les pilotes sont formés sur simulateur aujourd'hui. Est-ce que, en simulation, on leur fait faire de la simulation, vol sur un moteur, voire même en planant sur une durée XYZ ? Alors absolument, moi j'étais instructeur et j'ai formé pas mal de pilotes sur Airbus. On a en effet tous les 3 ou 4 mois une remise à niveau. On provoque la panne. Alors moi je l'avais un peu plus difficile parce que je provoquais cette panne pour mes élèves au moment du décollage. Et là il faut impérativement décoller sur un seul moteur. Donc on n'a pas beaucoup de puissance, mais c'est quelque chose sur lequel on s'entraîne. C'est la raison des entraînements sur simulateurs qui sont très très réalistes. C'est quoi la consigne quand on est commandant de bord, quand il arrive ça ? Parce que vu effectivement la panique chez les passagers, on comprend, la procédure finalement, c'est qu'est-ce qu'il doit dire ?
Parce qu'on le croit en plus. Dans le cockpit, il y a du bruit, il y a des instruments de bord fluctuants, il y a des vibrations. Tout de suite, on détermine que c'est une panne due à un pompage. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la checklist qui commence par réduire le moteur et beaucoup de fois, quand on réduit, ça se calme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vibrations et on a réussi à... on n'y touche plus au moteur, mais on peut le laisser réduit. Si, comme c'est le cas dans cette fois-ci, il y a des vibrations importantes, il y a des flammes derrière le réacteur, on coupe le moteur et on n'y touche plus, on va pas remettre en route. Et à ce moment-là, c'est un peu tendu dans le cockpit, il faut résoudre les choses. Vous lancez un Mayday, qui est le message de détresse. Pourquoi? Parce que vous demandez, c'est une façon de demander la priorité, notamment sur Lyon, parce qu'il s'agissait de Lyon. Et puis vous affichez sur votre radar ce qu'on appelle le transpondeur, un code qui s'appelle Alpha 7700, c'est pour dire que on est dans une situation compliquée, laissez-nous passer, en gros. Et puis on demande à se poser le plus vite possible et on entame la descente. Quand on a fait tout ça, on n'a pas eu le temps d'informer les passagers. C'est là qu'il y a la difficulté. La sécurité prime d'abord. On doit sauver ou maîtriser l'avion et ensuite, si on a le temps, on informe les passagers. Alors, c'est peut-être quelque chose, c'est les deux mots-clés de cet incident, c'est 1, entraînement simulateur et 2, communication. Ouais. Merci, en tout cas c'était très clair, Gérald Felder. Merci beaucoup, président en Aviation Sans Frontières et consultant aéronautique et transport, ancien commandant de bord. J'aurais adoré voler avec vous, parce que là j'ai tout compris. J'aurais même pu piloter l'avion. Cécile, il paraît que les passagers ont dit qu'ils avaient été parfaitement informés et dans le calme. Et ben voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Les fous du volant, c'était très drôle en dessin animé, ça ne l'est plus du tout dans la vraie vie et ça va être mon coup de gueule du soir. Et on va en parler dans un instant. En attendant, on va vous parler de votre argent. Oui, avec les incontournables de la bourse, Thomas Binet. Et on se retrouve juste après. Soyez les bienvenus. Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne, présente Sud Radio, les incontournables de la bourse, Thomas Binet. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. En ces périodes de fête que l'on vous souhaite très heureuse, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui avec Philippe David, Philippe Bilger qui est avec nous, Jean Dorido, docteur en psychologie, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Et n'oubliez pas ce joli cadeau que vous allez pouvoir peut-être remporter. Le sapin de Noël Sud Radio. Bah oui, parce qu'on a encore des cadeaux sous le sapin, donc c'est pas fini, Noël c'est pas maintenant. C'est jusqu'au 24. Bah oui, voilà. Jusqu'au 24. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir remporter un robot aspirateur iBot Z5 de la marque Easy Clean. J'ai l'impression de vendre une voiture tellement iBot Z5. C'est fou, c'est fou. En tout cas, c'est une voiture autonome, ça, parce que il est canon, canon, moderne, efficace et autonome. Le futur du ménage, c'est déjà peut-être chez vous. Et pour ça, il va vous falloir envoyer un SMS en écrivant SAPIN sapin. Vous l'envoyez au 7 20 18 et là, bam, le standard explose. Dingue. Bah oui, tout le monde appelle. Même moi, j'envoie des SMS, on ne sait jamais. Est-ce qu'on peut demander à... Easy Clean. Easy Clean. Et ça veut dire quoi, Philippe Bilger, Easy Clean? Facilement propre. Voilà. Nettoyage facile. Mais c'est bien essayé. Non, c'est bien. Vous n'allez pas me chipoter sur l'anglais. But you are French. Your English is not good. Oui, c'est ça. But better than yours. Voilà. Chers amis. Flash même en anglais. Une fois qu'on a envoyé ce cadeau, tout de suite, la page s'ouvre sur Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de deux villages. Un très grand, Toulouse, et un moins grand, mais bien connu pour son fromage, Coulommiers, dans la Seine-et-Marne. Pourquoi deux villages si éloignés qui n'ont pas grand-chose à voir? Parce que l'irresponsabilité y est équivalente quand on voit les tristes records dévoilés par la presse ces derniers jours. Commençons par Coulommiers, où un quinquagénaire a provoqué un accident de voiture début décembre. Un accident de voiture, heureusement, sans dommage corporel pour qui que ce soit. Mais un accident de voiture qui aurait pu tourner au drame quand on apprend que le responsable, ou plutôt l'irresponsable, avait
7,92 grammes d'alcool par litre de sang, c'est-à-dire près de 16 fois la quantité autorisée. Une quantité qui ne l'a pourtant pas empêché de prendre le volant, même s'il a fait un coma éthylique après avoir été pris en charge par les secours. Continuons avec Toulouse, où le record d'excès de vitesse de l'année a été battu début octobre sur la 64, à proximité du périphérique toulousain. Dans une zone limitée à 90 km/h, un homme de 23 ans a été arrêté par les forces de l'ordre alors qu'il circulait à 252 km/h, ce qui fait un excès de 162 km/h. Il n'avait pris ni alcool ni stupéfiant, mais le véhicule de location a été envoyé en fourrière directement et son permis retiré sur le champ. Pourtant, un point commun relie ces criminels de la route. Les deux ont été contrôlés par les forces de l'ordre, dont un après avoir causé un accident. Et quand on voit à quel niveau de dangerosité sont certains sur les routes, je pense que plutôt que les bandits manchots qui vous flashent dans des zones non dangereuses, mais très lucratives, il faudrait remettre du bleu partout sur les routes de France et de Navarre. Cela permettrait de mettre hors de nuire ce type de chauffard cité dans ce coup de gueule, mais j'oubliais, en matière de sécurité routière, on pense beaucoup plus rentabilité que sécurité. Cherchez l'erreur. Wow. Le taux d'alcoolémie de Coulommiers, je n'ai jamais connu ça dans ma vie. Et ce n'est pas le record. On disait qu'à 5,5 le gars il y a déjà eu du 12. 12 ? Ouais, il me semble qu'il y a déjà eu du 12. À Marseille, peut-être, oui, c'est comme la Sardaigne qui bouge. 7 et quelques, c'est 7,92. Non, là, c'est quand même très très costaud. Non, mais vous vous rendez compte quand même des gens comme ça. on a failli vivre le pire, mais comment des gens peuvent oser prendre leur voiture. Enfin, pardon, moi je... Oui. On a vu, hélas, des drames. Mais quand est-ce qu'ils vont comprendre, en fait ? À quel moment ils vont comprendre ? Non, mais je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai fait, je suis pas loin de 2 millions de kilomètres. J'ai soufflé 3 fois au contrôle d'alcoolémie. Les 3 fois, j'étais négatif. Mais comment expliquer qu'on fasse si peu de contrôle, notamment de l'alcool et de la drogue au volant ? Parce que rappelons que le nombre d'accidents et de morts dus à l'alcool et à la drogue sont les premiers facteurs. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais un contrôle là-dessus ? Alors que, je peux vous dire que quand vous voyez certains radars, comment ils sont planqués, le but c'est de faire de l'argent, c'est pas autre chose. Surtout qu'on teste les chauffeurs de car, mais vous êtes aussi dangereux, ivre-mort sur l'autoroute, qu'un chauffeur de car avec des enfants à l'intérieur. Il y a des combines, en fait. Souvent, ils laissent le moteur tourner pour ne pas avoir à ressouffler quand vous passez des cars de touristes avec le moteur qui tourne. C'est pas pour la clim, c'est pour pas être obligé de souffler pour repartir. C'est un chauffeur de car qui m'a expliqué ça. Parce qu'en fait, ils ont des contrôles d'alcoolémie, ils doivent souffler dans le car pour démarrer, sinon ça démarre pas. Et donc, comme il y en a quand même dans la profession qui boivent pas mal, ils se débrouillent pour être à peu près à jeun quand ils démarrent, et puis après toute la journée, voilà, il le laisse. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les Bien sûr, c'est une infime minorité. Voilà. Est-ce qu'on connaît la marque de la voiture qui est la 250 Ça ne change pas grand-chose. Oui, j'ai le nom de la marque, je l'ai dit. C'est français, c'est allemand. Volkswagen. A priori, ce serait une Golf R qui est hyper puissante. J'utilise ça pour les go fast en général. Donc, allais-je vous dire, oui. Philippe, vous nous prenez 2 cas qui sont exceptionnels. Après, je vais me faire l'avocat du diable. Des contrôles, il y en a. À des endroits stratégiques, à des moments opportuns. Je pense que vous faites les sorties de boîtes de nuit. Vous n'avez pas une seule boîte de nuit populaire où il n'y a pas un contrôle à 200, 300 mètres de la boîte pour justement voir ce qui s'y passe. Et là, pour le coup, on est face à des gens qui sortent, qui ont bu, qui ont fumé, qui ont fait tout ce que vous voulez. Donc on est sur 2 cas qui sont assez exceptionnels de par la situation. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en termes de prévention, de sécurité routière, il y a des pas immenses qui ont été faits. C'est-à-dire, on a bien progressé. Après, si vous me posez la question, moi, l'interdiction d'alcool au volant, elle serait pure et simple. C'est-à-dire, c'est même pas 0,2 grammes ou ce que vous voulez. C'est 0. C'est 0. Vous avez bu, vous conduisez pas. Le vinaigre de la salade, pour quand même pouvoir... Non, 0. Vous avez fumé de la drogue, vous conduisez pas. Donc, et après...
Je veux dire, ça bosse, les forces de l'ordre, elles sont là, elles le font, mais on peut pas contrôler les gens non plus à 8h du matin quand ils déposent leurs enfants à l'école. C'est drôle, je vais prendre un peu de temps parce que quand vous regardez, pour vous endormir, vous regardez les enquêtes sur les chaînes de télé et les gens disent, quand ils ont pris du cannabis, ils disent j'ai fumé ce week-end. Et le gendarme lui dit, il lui dit mais c'est quand même interdit, monsieur. En fait, les types se justifient en disant mais j'ai fumé de la drogue ce week-end. Prohibé, et en fait, c'est alors que c'est interdit. Que ce soit le week-end, la semaine, en voiture, pas en voiture, c'est interdit en fait. Et je ne sais pas ce qu'ils comprennent pas dans cette. La drogue est interdite, point final. Voilà, mais à force de ne pas réprimer, les gens considèrent que la transgression chez soi n'est plus grave. Mais poser la question différemment. Vous avez évoqué la situation dans la campagne de 2002. Bon, écoutez, voilà ce que j'en pense. Tout le monde s'en fout, mais non, mais je parle rarement. On vous a dit que vous aviez raison. Non, mais je parle pas de vous. Je dis, je ne donne jamais mon avis, mais là, je trouve ça dingue. Puisque là, on va être dans des fêtes de fin d'année, qu'on va sortir forcément de la belle famille, de machin. Ça va être des drames, et c'est ça qui me rend dingue. Alors que ça devrait être des moments heureux. Allez, vous restez avec nous dans un instant. En France, un meurtre ou un assassinat se produit en moyenne toutes les 8 heures. La violence poursuit sa montée en 2025. Les homicides ont bondu de 8% en un an. Et on vous pose cette question. En 8 ans, plus 43% d'homicides. La France est-elle devenue un coupe-gorge? Eh bien, vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi, je le dis oui. La France est devenue malheureusement un coupe-gorge. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Soyez les bienvenus ici sur cette radio. Vous êtes tous les bienvenus, bien entendu. Il y a marqué Parlons vrai, donc il nous arrive, bien entendu, à Philippe et à moi de donner notre avis. Et vous aussi, ce numéro de téléphone qui est pour vous, 0826 300 300, quel que soit le moment, vous pouvez débarquer à n'importe quel moment, justement. Comme quoi, je m'emballe les pinceaux. Allez, tout de suite, la question du soir. La France a peur. Demandez la police, ne quittez pas. Il y a de la violence dans la société. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Les hommes de non-droit n'ont pas leur place dans une république et dans un état de droit. Appelez la police! Appelez la police! Les choses se sont durcies ces dernières années. Et des mesures d'urgence s'imposent. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril. Avec cette question, donc, sachez que 43% d'homicides en 8 ans, la France est devenue, donc, pour la plupart d'entre vous, un coupe-gorge et ça monte depuis, sur 8 ans, 43%, augmentation de 43% depuis 2017, Philippe Bilger. Alors, l'évolution est tout à fait préoccupante, plus que ça, entre les homicides et les tentatives d'homicide, parce qu'on a totalement raison de relier ces deux processus criminels, puisque ça fait une différence pour la victime, bien sûr, mais l'intention homicide est rigoureusement la même. Et donc, c'est très préoccupant, et c'est pas le lieu, me semble-t-il, pour développer les raisons qui font que de plus en plus, lorsqu'on est confronté à un conflit, à une contradiction, à un aléa, eh bien, de plus en plus, on utilise les moyens extrêmes que, à juste titre, on dénonce. Deuxième élément, si je m'en tiens à ma conception du terme coupe-gorge, je ne dirais pas que la France est un coupe-gorge. Elle est victime trop souvent de transgressions criminelles, mais on peut encore vivre et sortir sans avoir la certitude accablante d'être victime de quelque chose. Alors, le chiffre est effrayant. Alors, ça me rappelle, cela dit, ce que disait un vieux professeur de médecine à ses étudiants. Il disait, vous savez, les statistiques, c'est comme les bikinis. Ce que ça montre est intéressant, mais ça cache l'essentiel. Et j'aimerais quand même mieux comprendre d'où vient cette progression inouïe des homicides. Il y a quand même en France un problème majeur depuis plusieurs années qui est le narcotrafic. Et on sait bien que le trafic de drogue, ça fait énormément de morts qui sont des homicides nouveaux qui n'avaient pas lieu. Et pourtant, la
Je serais quand même pas étonné qu'il y ait un rapport de cause à effet. Totalement. Parce que je rejoins Philippe Bilger. Oui. Ça dépend des endroits toujours pareils, mais il y a quand même plein de centres-villes qui sont quand même très très sécures, me semble-t-il, en France. Direction Saint-Gaudens avec David qui est avec nous. Bonsoir David, 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir à vos invités. Merci de me donner la parole. Avant de répondre à votre question au sens propre de la France est-elle un coupe-gorge, je voudrais répondre au sens figuré en ayant une pensée pour les éleveurs et agriculteurs du Comminges, car ce soir on apprend un nouveau troupeau touché, donc l'abattage de plus de 60 bêtes prévu dans la semaine. Donc voilà, coupe-gorge, on a aussi un coupe-gorge agricole, si je puis dire. Ouais. On va en parler entre 19h30 et 20h. Spécial agriculteur. Je salue mes amis éleveurs du Comminges. Donc voilà. Pour en revenir au sujet, effectivement, pour moi, alors coupe-gorge, c'est peut-être excessif, mais comme le soulignait votre intervenant juste avant moi, effectivement, il faut se pencher sur les facteurs. Donc il y a le narcotrafic, effectivement, qui est un gros sujet. Avec lequel on a encore eu récemment à Toulouse encore une tentative, ou je crois même un assassinat encore sur Toulouse hier ou avant-hier. Oui. Et ensuite, en fonction des centres-villes, on va aussi avoir affaire à une population, je vais dire, qui arrive de pays qui n'a pas le même rapport à la vie et à la mort que nous. C'est vrai. Et pour qui donner la mort à quelqu'un, alors je vais pas dire que c'est un geste simple, mais c'est quelque chose qui porte moins, en fait. C'est un réflexe qui peut avoir des conséquences graves, tentative de meurtre ou autre, mais on est face à des populations qui n'ont pas la même inhibition que nous dans certaines situations, que ça soit une simple altercation ou ce genre de choses. Et puis je rappelle quand même qu'aujourd'hui on tue pour 5 000 euros quand même. Oui, pour les contrats. Pour les contrats. Et parfois on tue, excusez-moi, on peut même tuer pour une cigarette qu'on n'a pas donnée ou pour un regard. Un vol de 20 parce que là, j'étais sur le narco, c'est pour ça. Samuel, bonjour. Justement, j'ai attaqué la lecture de Cartel Nord ce week-end et ils ouvrent le livre avec une citation de Hayam, Petit Frère, et tant je connais la chanson par cœur, tant de le voir relire et poser sur papier, ça m'a mis un choc. Parce que 2 jours avant, on avait eu le débat avec Philippe, justement, comme vous le disiez, sur les meurtres à 5 000 euros. Et tout était là sous nos yeux depuis les années 90. C'est-à-dire, en lisant ces quelques lignes, je me suis dit, finalement, rien n'a changé. On est face à une jeunesse qui veut faire de l'argent, qui est prêt à aller dans l'hyperviolence. Je rejoins le propos de Jean où, effectivement, les causes sont dans le narcotrafic. Et il y a eu un regain de rivalité entre gangs à partir de 2017. Ouais. Je parle notamment sur Marseille, et ça peut aussi s'appliquer sur Saint-Denis et d'autres. Donc, c'est aller chercher dans les causes. Après, comment est-ce qu'on explique la violence et surtout, comment on peut faire, alors c'est horrible de le dire comme ça, mais c'est aussi une réalité, la distinction entre les morts. C'est-à-dire, si vous me posez la question d'un règlement de compte, je n'ai aucune peine, je n'ai aucune pitié. Si vous me parlez d'un règlement de compte où il y a un dommage collatéral, là, tout de suite, c'est plus la même chose. Et alors, si vous me parlez d'un innocent qui a rien demandé à personne et qui se retrouve tué, là, on est dans le dramatique. Donc, je pense que la France reste quand même un pays où la sécurité et l'ordre règnent, parce qu'on a passé notre temps à vanter les mérites de l'action de Gérald Darmanin, même si elle est très contestable. Les chiffres sont... et des JO, je rappelle. Mais pour les JO, on avait les polices du monde entier qui sont venues nous donner du renfort. Oui. Alors qu'il y avait des mauvais augures à l'époque qui prédisaient vraiment le pire, qui disaient mais quelle horreur, tu restes à Paris, ça va être effrayant. C'était magnifique. C'était le paradis. Je suis régalé. Donc voilà, toute la question, c'est essayer de comprendre cette violence et surtout de faire la part des choses entre finalement des voyous qui se tuent les uns les autres et l'honnête citoyen, lui, qui est il y a eu le cas à Marseille, d'une jeune femme qui avait une balle perdue. Vous avez même 3 règlements de compte dans la nuit. Le paradoxe, c'est que sur le narcotrafic, c'est un article du Figaro que j'ai lu juste avant de venir. Il explique, et c'est assez... ça montre à quel point il y a une perversion même dans la diminution des crimes. Parce qu'il y avait 2 bandes qui sévissaient dans le narcotrafic. Une a été éliminée par l'autre, et donc naturellement les crimes ont été moins nombreux. Ça c'est toujours pareil. Là aussi, ça dépend de la période, de la durée sur laquelle on regarde. Il peut y avoir au niveau microscopique une baisse, mais quand on regarde plusieurs années, il y a une chose qui est terrible, parce qu'on parle de ce nombre de morts, toutes les 8 heures. Mais le pire, c'est quand on regarde les tentatives d'homicide. Là, c'est pas plus 43% en 8 ans, c'est plus 89%. C'est-à-dire quasiment un doublement. Mais il faut quand même rappeler une chose. Les chiffres seraient bien pires
et ça j'en ai parlé avec des médecins urgentistes, si la médecine d'urgence n'avait pas fait des progrès colossaux, notamment pour stopper les hémorragies, etc. etc. Donc aujourd'hui, on peut dire que la France est un coupe-gorge. Quand dans un pays, une personne peut mourir toutes les 8 heures, parce que c'est quand même la réalité, c'est terrifiant. Et je le disais, c'est pas que des règlements de compte entre narcos, c'est pas des drames terribles comme Soukaina à Marseille qui prend une balle perdue, parce qu'un type tire à la elle bachotait chez elle une étudiante brillante de ses cours, un type rafale un point de deal, manque de peau à la calage, manque de peau elle est au-dessus, une balle perdue, terminé. Là, c'est... Je prends l'exemple qui s'est passé, heureusement la personne n'est pas morte, place de la Nation, le gars de la RATP, à qui on demande une cigarette, il veut pas donner de cigarette, je comprends, il n'est pas marchand de tabac, s'il veut des cigarettes, il va se les acheter, le type sort un couteau, le plante, et il se retrouve en urgence absolue à l'hôpital. Mais où est on y revient toujours, où est le surmoi? Le surmoi qui en psychanalyse, vous êtes psychologue et pas psychanalyste, empêche de faire des choses, merci, ils vont apprécier, que la morale réprouve. Où en est-on pour être tombé si bas? Encore une fois... David, vous pouvez réagir quand vous voulez, vous êtes à l'antenne. Tellement de situations différentes, il faut distinguer les féminicides, il faut distinguer les crimes du narcotrafic, il faut distinguer, on a des enfants qui meurent de mauvais traitements de leurs parents, il faut le crime crapuleux d'une personne complètement désinhibée, justement, comme vous dites, peut-être sous l'emprise de toxiques. Donc c'est-à-dire que le chiffre, certes, il était effrayant, et ça ne pose pas une question, ça pose plein de questions, parce qu'il y a quand même plein de tentatives différentes. Mais ce qui est fou, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'ils ont entre 12 et 19, 20 ans. C'est-à-dire qu'on a une tranche d'âge. Mais vous savez, je rejoins ce que disait Samuel tout à l'heure. Attendez, David, on vous écoute. Pardon. Non, mais la problématique, elle est là. C'est Philippe qui disait où est le surmoi. Mais aujourd'hui, voilà, on a des gens qui ont dépassé ce surmoi, entre guillemets. Ils n'ont plus cette inhibition. Pour certains, on est dans la violence permanente. Et pour d'autres, alors, moi, on m'a toujours dit qu'à la culture baisse, la violence augmente. Donc on a aussi ça, en fait. On a leur seul moyen d'expression, c'est la violence. Ça, notre auditeur a complètement raison. Le langage, l'absence de langage, ça empêche de développer sa pensée, et ça crée une violence absolument terrible. Et c'est un fait que c'est quand même pas nouveau. Il y a un film à revoir, Assassin, de Mathieu Kassovitz. C'est un film qui doit avoir 30 ans, et le film, qui est d'une violence inouïe, se terminait sur un gamin, un préado, qui jouait avec une console de jeux vidéo à tout shooter comme ça sur un écran, et on comprenait dans le film que c'était de la graine d'assassin, précisément. C'est bien de nous raconter la fin, je ne l'avais pas vu. On connaît le coupable. On le connaît dès le début. David, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025 6, parce que 5 c'est un peu... c'est un peu tard. Alors 25 c'est un peu tard, et puis de toute façon j'ai eu pas mal de choses intéressantes. Bon, et 26, alors si c'est que pour moi... un nouveau bouclier pour le Stade Toulousain. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on doit faire un apéro tous les deux, Cécile, par rapport à ça. Comme ça, on le sort, comme ça, c'est joliment glissé. Dites donc, c'est quoi, c'est une demande en mariage? Non, mais les David sont des gens qui ont beaucoup de charme, que ce soit leur prénom ou leur patronyme. Oui, Cécile tient ses promesses. Avec plaisir, avec plaisir. Écoutez, je s'en serais ravi. Alors, je vais vous donner mon numéro à l'antenne, 06. Ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà, Philippe me l'a donné. Non, là c'est un mensonge. Balancez mon numéro. Non, mais un bouclier pour le Stade Toulousain. Vous vendez mon numéro de téléphone pour offrir des cadeaux. C'est comme ça que je me suis payé la Ferrari qui est au parking. Non, David, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Non, de garder la santé, surtout la santé pour tous les proches, et puis que les choses aillent mieux dans notre si beau pays qui mérite bien mieux que ce qu'il y arrive aujourd'hui. Absolument, en tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à Saint-Gaudens. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Philippe Bilger, pour ces fêtes de fin d'année? Oui. Je dirais parce que c'est votre dernière des vraies voix en 2025. Ouais. Absolument, c'est de continuer la vie qui m'est offerte avec cette intensité, ce bonheur, avec proximité amicale, des vraies voix qui sont encore plus formidables que l'année dernière, des chroniqueurs de haute volée qui parfois ont le culot de me contredire. Mais formidable. Ça prouve qu'intellectuellement ils tiennent la route. Il faut un peu de temps
pour la gagnante. Rapidement, que tout continue comme ça, comme Philippe, vraiment, merci mon Dieu pour tout ce bonheur. Et monsieur Bouton. Moi, je suis matérialiste, je veux de l'argent. Voilà. Ok, d'accord. C'est parce qu'il vient d'avoir un enfant, ça lui coûte cher. C'est ça. Elle est au lait de chèvre. Moi, la santé et la joie pour mes proches et moi-même. Et ben voilà. Et les gens dans ce studio, je les considère comme des proches. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Catherine? Et ben on va lui poser la question. Le sapin de Noël Sud Radio. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Vous avez un très joli prénom, c'est celui de ma maman. C'est joli, oui. Ouais, très bien. Et Catherine, vous nous appelez de Villeneuve-sur-Lot. Quelle jolie ville. Oui, c'est une super ville. Et vous êtes heureuse? Catherine, est-ce que vous êtes heureuse? Oui, carrément. Eh ben voilà. Carrément. Eh ben vous allez être encore plus heureuse parce que vous avez remporté un très joli cadeau offert par Sud Radio, un robot aspirateur iBot Z5 de la marque Easy Clean, moderne, efficace et autonome. Le futur du ménage, c'est déjà pour vous. Et donc on vous dit bravo. Merci beaucoup à tous. Je suis trop contente. C'est la première fois que vous gagnez un cadeau, un jeu? Non, j'ai gagné un petit coffret de Jeff de Bruges il y a quelques années. Il y a quelques années, ça va, il y a prescription quand même. En revanche, il ne faudra pas manger l'aspirateur. Oui. C'est pas, c'est bien. Avec un aspirateur, vous ne retrouvez pas chocolat au moins. Oh, pas mal. Vous nous écoutez depuis longtemps, Catherine? Oh là là, oui, presque toute la journée depuis des années. C'est magnifique. gentil. Et donc Catherine, c'est le cri de la joie. Allez-y, c'est à vous. Waouh, vous êtes super Sud Radio, restez comme vous êtes. Oh, bravo. Merci Catherine, on vous embrasse très fort. Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie Philippe Bilger pour mettre en route l'aspirateur sur I Want to Break Free dans la même tenue que Freddie Mercury? Ça vous fait rêver? Vous le mettez sur l'aspirateur et vous le laissez tourner. Voilà. Toute la journée. Catherine est partante. Hein. Merci Philippe Bilger. Je sais pas ce que je ferais avec Catherine sans l'aspirateur. Philippe Bilger, merci mille fois pour cette année. On est ravis de vous accueillir en 2026, bien entendu. C'est un grand bonheur d'avoir des animateurs comme vous. Jean Dorido, merci beaucoup pour cette année aussi, docteur en psychologie. Merci beaucoup Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Je sais que vous serez encore un peu avec nous. Moi, je suis le 24. Voilà, vous êtes là le 24. Dans un instant, on va parler des agriculteurs. On sera un petit peu partout en France pour voir les blocages et voir, bien entendu, de nouveau donner la parole à nos amis agriculteurs. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on avait envie de vous donner encore la parole, vous qui êtes agriculteur, et à tous ceux qui ont envie de les soutenir au 0826 300 300, puisque la lutte continue. Et c'est Pierre-Jean qui est avec nous. Bonsoir Pierre-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Lajo, en Lozère. Vous êtes éleveur d'une centaine de bovins de race Aubrac. Alors un petit mot d'abord sur cette race, parce que on a toujours le détail quand on est au salon de l'agriculture, mais c'est aussi l'occasion, ces émissions, de nous rappeler ce qu'est cette race de Aubrac. Et de sensibiliser nos auditeurs aux bons produits du terroir français. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors la race Aubrac, c'est une race rustique, propice aux 3 départements. Son berceau d'origine, c'est sur le plateau de l'Aubrac, qui est un cheval sur la Lozère, le Cantal et l'Aveyron. Donc c'est une race à viande, propice à l'engraissement et à la production de brotards. C'est une race qui est peut-être peu connue, mais qui est très demandée pour ses qualités maternelles, ses qualités rustiques, et voilà, c'est une très belle race. Elles sont de quelle couleur vos vaches? Elles sont de couleur fauve. Ah, c'est ça. Très joli. C'est très beau, les hommes. Couleur fauve, les yeux noirs, le maquillage noir et les cornes en lyre. Voilà. Ah donc, pardon, allez-y. Oui, on va parler un peu avec tous les agriculteurs qui vont nous rejoindre. Vous êtes agriculteurs, vous voulez témoigner, vous êtes sur un barrage ou vous êtes dans votre ferme, vous écoutez Sud Radio, appelez-nous pour témoigner au 0826 300 300. Pierre-Jean, vous êtes dans votre ferme, si je ne m'abuse, mais vous êtes allé sur les barrages de l'A75. Alors je le rappelle, l'A75, c'est l'autoroute Paris-Montpellier via Clermont-Ferrand, donc via le centre de la France. Quelle est la situation dans votre région? Vous êtes dans la Lozère. Eh bien, en Lozère, pour l'instant, donc moi je me suis rendu sur le barrage au niveau du Buisson.
J'y suis allé un soir dans la semaine. Il y a plusieurs humeurs sur le barrage. Tout d'abord, la Lozère n'est pas encore touchée par la DNC directement. Oui. Mais bon, on s'attend à ce que la maladie se propage et que la maladie monte. Donc, il y a plusieurs déjà, il y a un sentiment de colère, parce qu'on se sent pas écouté, on se sent un peu méprisé par le gouvernement quand on voit l'attitude des forces de l'ordre vis-à-vis des collègues ariégeois qui sont là pour défendre leur outil de travail. Donc, c'est leur bête, ils y passent des heures entières, jour et nuit avec elles. Donc, après, les forces de l'ordre, malheureusement, ils font ce qu'on leur dise. Hein. Souvent, ils sont souvent du côté des agriculteurs. Hein. Mais bon, là, du coup, ça a un peu... Oui. Moi, ce qui s'est passé sur le barrage à 75, c'est un peu ce qui ressortait. C'était un sentiment un peu d'indignation, un sentiment de colère et surtout un sentiment d'incompréhension. Quand on voit on comprend pas cette politique d'abattage total du troupeau, sachant que apparemment d'autres protocoles auraient pu être envisagés pour essayer de limiter au mieux la propagation de cette maladie. Pierre-Jean, comment, parce qu'on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, comment vous vous rendez compte qu'une vache est malade? Vous l'avez testée? Comment ça se passe? Eh bien, nous, pour l'instant, on ne sait pas parce qu'on n'a pas été confronté directement à cette maladie, mais je pense que c'est quand on doit commencer à avoir des symptômes tels que les nodules ou de la fièvre, où on voit que la bête est abattue, qu'on fait venir le vétérinaire et c'est lui qui déclare. Voilà, je pense que c'est ça. Encore, aucun cas n'a été avéré en Lozère, donc on n'a pas assez de recul sur ça, quoi. Et vos collègues agriculteurs, éleveurs d'Aubrac, on va en parler largement, ils sont dans quel état d'esprit? Plutôt résignés, plutôt combatifs? Et les gens, la population, parce que la Lozère, c'est un des départements les plus ruraux de France, hein, la préfecture Mende doit faire 10-15 000 habitants à peu près. Oui, c'est ça, oui. Dans quel état d'esprit sont tant les éleveurs que la population? Les éleveurs sont vraiment combatifs. La Lozère, comme vous dites, c'est un berceau d'élevage. Il n'y a que de l'agriculture, c'est 95% d'élevage. Donc, ça fait partie du tissu rural, c'est vraiment un tissu social important chez nous. Les gens ne pourront pas accepter de se faire abattre le troupeau. Vous vous rendez compte, ça représente des dizaines et des dizaines d'années de sélection, de génétique, de travail. Donc ça, sur ce point-là, les éleveurs sont très combatifs et vraiment à fond contre. Il n'y a pas de résignation pour le moment. Après, il y a ce sentiment aussi d'incompréhension. Pourquoi est-ce que le gouvernement réagit comme ça? Pourquoi est-ce que l'abattage total est préconisé, sachant qu'on peut tester peut-être d'autres protocoles? On n'a encore pas, pour l'instant, on n'a que ce protocole d'abattage total. Vous voulez dire l'autre protocole, c'est quoi? C'est la mise en quarantaine, c'est ça? Voilà, pourquoi pas abattre la bête malade, ça c'est un fait, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais élargir la vaccination afin de protéger au plus les troupeaux, à ceux qui le souhaitent, ne pas la rendre obligatoire, ceux qui souhaitent vacciner, que tout le monde puisse avoir accès au vaccin, et mettre en quarantaine la bête et suivre l'évolution de la maladie. Alors, apparemment, c'est une maladie qui a à faible mortalité, donc la bête doit guérir. Voilà, ce sont des cas que l'on peut creuser. Oui, absolument. Restez avec nous, Pierre-Jean, puisque Jean-Marc Dumoulin nous a rejoint, quelqu'un qu'on connaît bien, qui est une vraie voix d'ailleurs. Bonsoir Jean-Marc Dumoulin. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur le maire. Alors vous êtes maire de Villemur-sur-Tarn, dans la Haute-Garonne. Vous êtes, vos habitants, Villemur c'est un peu plus de 5000 habitants, ville dans une zone... C'est 7000. Bientôt 7000, oui c'est vrai, un peu plus de 5000, oui c'est bientôt 7000, c'est ça. Vous avez évidemment des éleveurs chez vous, aux alentours. Dans quel état d'esprit est la population? Plutôt en soutien des agriculteurs, comment ça se passe? Il y a des barrages à côté de chez vous? Non, des barrages, on n'en a pas eu, nous, dans le coin directement. On a eu sur Bessières un rond-point qui a été bloqué avec divers matériaux, et le pont de Villemur, aussi un des deux ponts de Villemur, qui a été bloqué la semaine dernière. Bon, après, sans préjudice, sans violence, sans rien, il n'y a pas eu de souci. Mais la population est très solidaire, bien évidemment. On n'oublie pas que ce sont les agriculteurs qui nous font manger, et que c'est quand même une des rares professions soumises à des contraintes extraordinairement fortes. C'est-à-dire que toutes les entreprises d'enfance peuvent faire leur prix de vente, mais pas les agriculteurs. Ouais. Et donc ça, c'est quand même à un moment, je comprends que le ras-le-bol il soit général. Pierre-Jean, vous voyez autour de vous quand même ce soutien, enfin qui doit vous faire chaud au cœur, j'imagine.
Oui. Le soutien de la population chez nous est vraiment flagrant. Parce que comme je vous dis, la Lozère, c'est vraiment un berceau d'élevage. S'il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas d'agriculture. Donc s'il n'y a plus de vaches, il n'y a plus d'agriculture. Et après, ça fait l'effet domino, quoi. Donc on sent vraiment le soutien de la population. Mais l'avenir, c'est quoi? Parce qu'il y a encore des blocages aujourd'hui. Vous pensez que ça peut durer même pendant la trêve de Noël? Après, moi, ça, je ne suis pas en pouvoir de décision sur les blocages, mais l'état d'esprit de la Lozère, c'est vraiment, c'est un état d'esprit combatif et de continuer les blocages, oui. Alors, il y a un sujet qui revient sur le devant de la table, parce que vous êtes éleveur bovin. On va voir 2 autres éleveurs bovins dans d'autres endroits en France dans quelques minutes. C'est le Mercosur. Le Mercosur, on peut dire que l'Argentine et le Brésil, et même l'Uruguay, sont de très, très gros producteurs de viande bovine. Est-ce que vous, en tant qu'éleveur d'Aubrac, je rappelle que vous avez une centaine de bovins de race Aubrac, est-ce que pour vous, l'arrivée éventuelle, au cas où on signerait le traité du Mercosur dans quelques semaines, c'est-à-dire la première quinzaine de janvier, vous fait peur? Ben oui, évidemment que si jamais ce traité est signé, on signe un peu, peut-être que je suis un peu alarmiste, mais on signe un peu la fin de l'élevage en France tel qu'on le connaît. Parce que, comme vous dites, moi j'élève une centaine de bovins. Dans ces pays-là, c'est des centaines de milliers de bêtes qui sont élevées dans chaque ferme. Donc l'échelle n'est pas comparable. Nous produisons des produits, nous avons des normes à respecter, la traçabilité des nourritures sans OGM, sans antibiotiques, limiter au plus possible les antibiotiques et interdire les hormones de croissance, que ces pays ne respectent pas. Donc ils vont inonder le marché de viande de moins bonne qualité que la nôtre, parce qu'il ne faut pas se leurrer, et nous rendre moins compétitifs. Ouais. Donc aujourd'hui, les acheteurs vont se tourner vers cette viande d'un bas prix, de moins bonne qualité, et nous allons regarder et rester. On va perdre des marchés à cause de ça, quoi. Jean-Marc Dumoulin, en tant que maire, vous avez une obligation morale à utiliser les circuits courts, à essayer peut-être dans les écoles de faire en sorte que ces circuits courts, en tout cas, soient primordiaux, en tout cas, ou j'arrive pas à parler aujourd'hui. Prioritaire, voilà, je cherchais le mot, merci beaucoup. Oui, non, mais je comprends. Non, évidemment qu'aujourd'hui, nous, on travaille en circuit court, avec des produits raisonnés ou bio. Tous les produits à la cantine sont faits chez nous, par nos cuisiniers. Il n'y a aucun produit transformé qu'on essaye de servir à nos enfants et à nos aînés, d'ailleurs, aussi, dans les résidences. Oui, monsieur, effectivement, parle de viande bovine pour la viande, mais nous, on a un vrai problème. On avait pas mal d'éleveurs laitiers à une époque. Il faut reconnaître que l'élevage, c'est quand même le plus ingrat, le plus valorisant, parce que les agriculteurs aiment leurs bêtes et puis aiment leurs troupeaux et aiment le métier qu'ils font. Mais c'est quand même un métier de bagne. Je veux dire, ce sont des gens qui sont là 365 jours par an. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir aucune considération sur le prix de vente des produits, aujourd'hui, leur mettre une concurrence déloyale dans les circuits, c'est absolument indécent. Ça n'est que subir, en fait. Et comment peut-on avoir ce discours à double détente? Mais comme d'habitude, vous savez, en même temps qu'on a l'habitude d'entendre, réduire les circuits, limiter les mobilités, travailler sur l'environnement pour éviter les déplacements longs, et puis en même temps, aujourd'hui, ne pas prendre en considération et valoriser ce qu'on sait faire chez nous. Pierre-Jean. Oui, c'est pour reprendre ce que disait Jean-Marc Dumoulin. Jean-Marc Dumoulin, excusez-moi, je cherchais le son de nom. Voilà, nous aujourd'hui, l'Europe impose des directives écologiques très très importantes et très très contraignantes sur les exploitations françaises. Donc, et après, on nous parle de l'environnement et je cherche mes mots. Des contraintes environnementales, des bilans carbone, etc. Oui. Et après, on ne va pas hésiter à faire venir la viande de l'autre bout de la planète en France. Donc, d'un côté, il y a un non-sens que franchement, j'ai du mal à comprendre. Mais vous avez anticipé l'avenir ? Comment ? Vous avez anticipé l'avenir si demain ce traité venait à être signé ?
Pour l'instant, nous, on n'a aucune visibilité sur l'avenir, sur comment seront les marchés suite à la signature de cet accord. On n'a aucune visibilité. Le seul truc qu'on saura, c'est qu'il va y avoir des milliers, je ne sais pas exactement combien ça représente de tonnes qui vont arriver chaque année, qui vont rentrer en concurrence avec la viande française. Qui vont et qui vont finir l'assiette des consommateurs, et c'est une viande qu'il ne faut pas se leurrer, qui est vraiment de mauvaise qualité. Donc après, on va mettre la santé des consommateurs en jeu au bout d'un moment. Allez, vous restez avec nous, Pierre-Jean et Jean-Marc, très court. Jean-Marc, très court. Ouais, je voulais faire juste une petite intervention très courte. Simplement, là aussi, à l'époque, on dit il ne faut plus imperméabiliser les sols. Vous imaginez la taille des entrepôts qu'il va falloir avec des produits. Ah, on l'entend plus. On vous entend plus. Bougez pas. On revient dans un instant. Bastien, 0826 300 300 sera avec nous dans un instant. Merci beaucoup, Pierre-Jean. Merci à vous. À Lageau, en Lozère, éleveur d'une centaine de bovins de la race Aubrac. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, c'était l'occasion aussi de vous redonner la parole, vous agriculteurs, et ceux qui les soutiennent. Bien entendu, on a gardé Jean-Marc Dumoulin qui est avec nous, maire de Villemur-sur-Tarn dans les Hautes-Garonne, en Haute-Garonne, pardon, avec Jean-Marie qui sera avec nous dans quelques instants. Et ce numéro de téléphone, il n'arrête pas de sonner, 0826 300 300, avec Bastien qui voulait réagir. Bonsoir Bastien, bienvenue sur Sud Radio, vous vouliez réagir? Oui, bonsoir. Oui, je voulais réagir, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à dire. Ah oui, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'ils veulent faire de l'agriculture française ce qu'ils ont fait de l'industrie du textile français. Oui. Le passer à trépas de façon à être... Mais le problème, c'est les enjeux qui sont derrière. C'est que la souveraineté alimentaire, si on n'est plus capable de subvenir à nos propres besoins, nous serons à la merci des puissances étrangères. On l'est déjà un petit peu quand même, aujourd'hui. Oui, mais on le sera encore plus. Oui. On le sera encore plus. Comme on a été dépendant de la Chine au moment du Covid pour les masques et tutti quanti, oui. On sera dépendant du Brésil ou d'autres pays, mais on nous parle de la guerre qui est à nos portes, on veut nous faire peur avec Poutine, mais on n'aura pas besoin de soldats qui viendront nous égorger, il y aura juste besoin de couper les vivres, et on s'entretuera entre nous, on se bouffera entre nous, si on n'a plus de souveraineté alimentaire. C'est dramatique ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment dramatique. Mais vous avez raison, Bastien. C'est pour ça que nous on vous donne la parole et qu'on essaye au plus, en tout cas, que les agriculteurs s'expriment et que les Français qui nous écoutent, en tout cas, fassent leur choix. Même s'il y en a beaucoup qui ont déjà fait leur choix de soutenir les agriculteurs. Jean-Marc Dumoulin, vous qui êtes maire de Villemur-sur-Tarn, cette détresse, elle est terrible en fait. On a l'impression d'avoir les pieds et les mains liés en attendant la sentence en fait. Oui, non, mais de toute façon, c'est quand même ce à quoi on nous habitue assez régulièrement. Regardez le spectacle pitoyable qu'on nous offre depuis des mois et des mois et des mois aujourd'hui avec nos parlementaires et sur les décisions qui doivent conduire l'État. Donc, effectivement, on est liés. Bon, moi, je remets ça aussi, si vous voulez, dans le jeu de la centralité et de l'hypercentralité qu'on est en train de faire. Moi, je vois, nous, on travaillait sur l'irrigation avec des agriculteurs, on leur vendait l'eau, finalement, on leur a confié le bébé. Il vaut mieux faire laisser agir, ceux qui savent faire et ceux qui maîtrisent. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, cet État centralisé qui décide tout pour n'importe qui de manière tout à fait arbitraire, c'est quand même pas bon. Alors qu'on ait des précautions, qu'on ait des prérogatives, oui, mais là, il faut qu'on arrive à laisser gérer avec les crises, avec des systèmes de quarantaine peut-être, mais pas abattre ces pauvres bêtes comme ça et mettre ces gens dans la détresse. Allez, on part en Gironde. Bonsoir Vincent. Vincent, direction Montségur. Vincent, bonsoir. Bonsoir Vincent, bienvenue. Bonsoir, je vous entends. Alors vous êtes éleveur de 100 bovins et 160 brebis. Je vais faire une question comme Cécile de Ménibus. Quel bovin? De la blonde d'Aquitaine, comme vous êtes Eh ben non, c'est de la Gascogne des Pyrénées. C'est pour ça qu'on était en Ariège l'autre jour. Ah, magnifique, la Gascogne des Pyrénées. Cécile, vous me demandez les questions parce que moi je peux vous dire la couleur tellement j'aime ça. Vas-y. Elles sont grises. Elles sont gris très claires, les Gascognes des Pyrénées, c'est ça? C'est ça, avec les lunettes noires et la pointe des cornes noires. Et vous avez 160 brebis, de quelle race?
Des tarasconnaises, j'ai pas fait exprès, mais c'est l'Ariège, ouais. C'est drôle, c'est drôle. Et vous êtes allé, vous allez vous rendre sur un point de blocage sur la 63, c'est ça? À Cestas. C'est ça, à Cestas, là, avec les collègues depuis dimanche soir dernier. Donc il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, on bloque l'axe Espagne-Régis. D'accord. Donc tous les fruits et légumes sont stoppés à la frontière parce qu'on a bloqué cet axe-là. Et vous relayez, c'est ça? C'est ça, on est 3 coprésidents pour la coordination rurale et on tourne à tour de rôle parce que chacun a un élevage. Et puis voilà, pour se reposer et tenir dans les durées. Ça se passe dans le calme quand même? Ah oui, ça se passe dans le calme. Hier, on avait deux petits jeunes qui ont fait de la motocross. Avant-hier, on a fait une petite soirée entre agriculteurs. Avant, on a fait de la plantation de vignes sur l'autoroute, des semis de Fèverolles. Voilà, nous, on prouve qu'on est force de proposition, même sur un blocage, quoi. Alors, on va quitter la Gascogne des Pyrénées pour aller du côté du Cantal. Bonsoir Jean-Marie Fabre. Bonsoir Jean-Marie, monsieur le maire. Vous êtes maire de Saint-Chamond et éleveur de 140 bovins de race Salers. Alors, la Salers, c'est comme la Gascogne des Pyrénées et l'Aubrac, une race à viande fabuleuse. Décrivez-nous vos vaches. Mais la race Salers, c'est une race mixte. À l'origine, elle était traite. Et la particularité qu'elle a, c'est qu'elle a besoin de la présence de son veau pour donner son lait. C'est une race qui est très maternelle. Aujourd'hui, elle s'est orientée davantage sur la production de viande, et notamment la production de broutards, c'est-à-dire des veaux qui sont sevrés et vendus à l'âge de 9 mois, à destination des ateliers d'engraissement, alors en grande partie sur l'Italie, un peu sur l'Espagne, et puis un peu chez des engraisseurs français. Alors. Donc une partie conduite en race pure et une partie conduite avec un croisement avec un taureau charolais qui amène plus de viande et plus de muscles. Et comme elle a une grande facilité de vélage, ça ne nous pose pas de problème de la croiser avec des taureaux charolais. Voilà. Allez, direction le standard 0826 300 300 avec Pavel qui voulait réagir. Bonsoir Pavel, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Pavel. Oui, bonsoir. Je suis un Polonais qui vit en France depuis 13 ans, à peu près. Oui. Je suis sur le domaine des automobiles. D'accord. J'ai un petit mot à poser. Je suis d'accord avec l'agriculture. Je comprends pourquoi ils sont en colère, tout ça. Oui. Par contre, je suis posé une question. Désolé si j'ai parlé avec les accents, tout ça. Non. Votre français est bien meilleur que notre polonais avec Cécile, je vous rassure. Ça c'est sûr. Et voilà. Je me suis posé une question. Si on est bloqué sur les autoroutes, si on est bloqué sur notre domaine qui on est faire tous les jours, on est faire le service de domicile pour les clients. Oui. Ça veut dire on est récupéré voiture, on est ramené voiture de courtoise, tout ça. Si on a perdu le temps. En fait, vous dites qu'il y a peut-être d'autres moyens de manifester plutôt que de vous bloquer. C'est ça que vous voulez dire, Pavel? Oui, bien sûr. C'est pour retrouver les moyens pour on pouvait se déplacer, pour on ne perd pas les moitiés de journée, parce que des fois on est parti à 5 ou 6 pour livrer voiture chez client, pour récupérer autre. Et si on perd les 3-4 heures de manœuvre sur les 5, ça a touché les interpellations. Pavel, restez avec nous. On va parler justement avec Vincent qui est sur un blocage sur la 63. Vous comprenez quand vous entendez Pavel, ceux qui ont des soucis, notamment pour travailler également, et qui soutiennent les agriculteurs comme Pavel, hein. Oui, on comprend bien. C'est pour ça qu'on a laissé une bretelle dans l'axe Bordeaux-Bayonne, donc vers l'Espagne. Oui. Mais nous, tout ce qui est fret qui arrive de l'Espagne, nous on bloque. Hein. On bloque tout ce qui est charcuterie et fruits et légumes qui inondent l'Europe.
avec des coûts de production et une concurrence déloyale envers les Français. Donc nous, on tape là où ça fait mal, le fret. Donc voilà, on est désolé envers les routiers, désolé envers les Espagnols parce qu'on leur laisse se battre avec les armes qu'ils ont. Mais nous, c'est le seul moyen que l'on a, c'est en gros bloquer ce fret, bloquer ce flux, que les grandes enseignes n'aient plus de denrées alimentaires étrangères, qu'elles ne fassent plus de marge, juste pendant les fêtes. En plus, ça tombe, c'est parfait quoi, niveau timing. Ça veut dire, pardon Philippe, ça veut dire que vous allez durer dans le temps? Oui. D'accord. On est parti pour. Non, mais ça veut dire que le chargement de certains camions, c'est-à-dire que ce sera poubelle certainement. On est d'accord. Ah mais c'est déjà le cas. D'accord. C'est déjà le cas. Le frais qui a été bloqué depuis dimanche dernier. Ah oui, là, oui. Là en ce moment, les Espagnols. En fait, on attend que les Espagnols tapent au carreau au côté français, quoi. Alors, Jean-Marie Fabre, vous qui êtes à la fois maire et éleveur, vos administrés, ils en disent quoi? Ils sont plutôt côté des agriculteurs, ils ont peur avec le Mercosur notamment, ou comment ils réagissent? Surtout vous qui avez deux casquettes, élu et éleveur. Alors, oui, il y a plusieurs choses. C'est vrai que nos administrés sont conscients qu'il y a une problématique dans l'agriculture. Oui. Ceci dit, bon, mais aujourd'hui, les gens ont ce qu'il faut pour manger. Donc, on se tracasse pas au-delà. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Les gens soutiennent, mais ça s'arrête là. La conscience, elle est malgré tout que partielle, quoi. Oui, donc vous voulez dire que dès que ça va les impacter, eux, là, pour le coup, ça changera peut-être la donne. C'est ça. On le voit bien, tout le monde, tous sont prêts veulent manger de façon plus qualitative, mais en même temps, la reconnaissance du prix de la qualité, elle y est difficilement, quoi. Ouais. Après, il y en a qui ne peuvent vraiment pas pour le coup, mais bon, ce que disait Philippe, on peut. Il y a plein de choses pour bien manger. Il faut faire des. Non, mais ça, je veux bien l'entendre. Oui. Je veux bien l'entendre. Non, mais il faut faire aussi des choix de vie, de dire je préfère bien manger, et avoir un peu moins de technologie chez nous, quoi. C'est ça. Quelles sont les priorités? Quelles sont les priorités qu'on fait dans nos actes d'achat? Qu'est-ce qui passe avant et qu'est-ce qui passe un peu après? Je pense que le fait d'avoir quand même une alimentation offerte qui est diversifiée, qui est variée, qui est abondante, fait que nos populations se tracassent que partiellement quand même du sujet de l'alimentation. Donc il y a toute une éducation, toute une pédagogie à faire. Mais moi je suis persuadé que les générations montantes, c'est peut-être celles qui vont prendre le plus conscience de ces problèmes-là. Donc tout ça est réversible. Jean-Marc Dumoulin, un mot très court parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Oui, non, juste, il y a une chose que j'appréhende, c'est la raréfaction des livraisons et des produits aujourd'hui. Est-ce que ça va pas encore provoquer une inflation terrible sur les produits bovins et sur les viandes qui vont être consommées? Oui, certainement. Hervé qui est avec nous au 0826 300 300 des Pyrénées-Orientales. Bonsoir Hervé, bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci, bonsoir à tous. En fait, juste pour vous prévenir, enfin, moi j'ai participé à des actions à la préfecture de Perpignan et à côté du Boulot au péage de la Nef pour soutenir les agriculteurs, les éleveurs notamment, mais je suis vachement déçu parce qu'en fait le vaccin de la DNC, 100% du cheptel au niveau des Pyrénées-Orientales a été vacciné et il y a des nouveaux cas maintenant, donc on va devoir encore abattre certainement des bêtes. Ça prouve bien que le vaccin ne sert pas à grand-chose. Il faut avoir vraiment d'autres solutions. Il faut que les éleveurs se réveillent un petit peu et pensent à eux parce qu'ils vont faire crever leur cheptel, mais ils vont crever avec. Moi, je suis désolé, mais bon, on est déçus parce qu'on essaye de les aider, de leur donner des infos. Le vaccin même, il doit être conservé entre 2 degrés et moins 8. Je ne sais pas où sont les surgélateurs comme pour le Covid. Je ne sais pas où ils sont parce que, enfin, moi, je suis vraiment déçu. Alors, nous, on n'avait pas cette information. Vous nous la donnez. Alors, on espère vraiment que le nombre de cas va être le plus réduit possible, en passant. Que ce soit Vincent ou Jean-Marie, vous vouliez réagir, Jean-Marie ou Vincent?
Oui, Vincent là. Oui, Vincent. En fait, la DNC, c'est plus compliqué que ça parce que c'est une maladie commerciale. La DNC en 92 à La Réunion, on l'a déjà gérée. L'année dernière, en 2024, le Japon l'a gérée. On peut la gérer sans faire d'abattage totaux. Il n'y a pas de souci, on sait faire. Là, c'est commercialement et on nous propose que l'abattage total pour faire de la place. Alors, nous, on n'est pas vétérinaire avec Cécile, c'est pour ça qu'on ne se prononce pas. Mais en tout cas, on est vraiment du côté des agriculteurs. On pense à vous dans ces moments difficiles, dans cette crise, dans cette période de Noël. Et on vous souhaite, nonobstant les circonstances, à tous, un bon Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Cécile, et tout notre soutien. Et on vous soutient, bien entendu. Merci beaucoup, Jean-Marc Dumoulin. Merci, Jean-Marie. Merci Vincent. Vous. Merci, Hervé. Merci à tous ceux qui ont participé, en tout cas, en direct à cette émission. Dans un instant, le Loft Music avec Yvon Cujuste, avec Garou. À 21h, Jacques Pessis, Les Clés d'une vie. Et Guilain Ramage, le Cirque du Soleil. Et puis, je vous rappelle quand même que dès demain matin, Marc Fesneau, ancien ministre de l'Agriculture et président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, sera l'invité de Sud Radio entre 8h15 et 8h30 au micro de Jean-François Aquili. On vous souhaite une très belle soirée. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain à partir de 18h, Philippe. À demain. Et merci à nos équipes formidables. À demain, salut.